Un jour fatidique, le duc Elian, seigneur de la frontière du Nord, rassembla ses plus puissants hommes aux portes, mais ce qu'il vit était incroyable. Les morts venaient droit sur lui, sans vie, sans âme et affamés. Il ne croyait pas ses yeux face au nombre de morts vivants qu'il voyait et à la brume terrifiante qui imprégnait les lieux. De plus, l'un de ces hommes montra quelque chose au loin, le chevalier mort-vivant, Durian. Même les chevaliers de haut rang se battant de toute leur force ne pouvaient garantir la victoire contre ce salaud. Avec leurs forces actuelles, ils ne peuvent espérer gagner. Alors il est peut-être préférable de battre en retraite et de se préparer pour le siège. Le duc Elian lui dit qu'il ne pouvait rien faire de tel. Le mur nord est tombé. Si la porte de la ville cède aussi, cette nation est aussi bonne que morte. Peu importe le sacrifice, ils les retiendront aujourd'hui, même s'ils doivent tous mourir. Soudain, cependant, quelqu'un le dépassa à cheval. L'un des soldats reconnut l'homme comme étant le seigneur Euron Rox, envoyé ici depuis le marquisat du sud de Rox. C'est le protagoniste, et quelqu'un qui observe ce combat voit qu'il se bat avec des dagues, ce qui signifie qu'il est désavantagé contre Durian, donc il ne peut espérer gagner. Malheureusement pour cette voie, Irène l'emporte, en voyant la tête de Durian voler, surprenant tout le monde. Il ne s'arrête pas là et continue son assaut contre les morts-vivants, ses lames sacrées les faisant fondre juste devant lui. Peut-être, est-il un saint envoyé ici par les cieux. Rox a entendu cela. C'est la première fois qu'on le qualifie de saint, mais il n'est rien de tel. C'est un réincarné qui ferait n'importe quoi pour ajouter des compétences utiles à ce corps. 6 mois plus tôt, Irène se réveilla soudainement. Il avait mal à la tête et il ne savait pas où il était. Quelqu'un lui demande s'il va bien, et Irène est émerveillée par sa beauté, mais ses vêtements et cette lame sont plutôt étranges. La femme lui demanda s'il se sentait bien et n'attendit pas sa réponse, voulant appeler le prêtre immédiatement. Irène lui dit d'attendre car il souhaitait demander quelque chose, mais elle est simplement partie. Il sort de ses draps et se demande où il est, mais en se voyant dans le miroir, il est choqué. Son corps a complètement changé. Il était un homme d'âge mûr sexy, mais pourquoi est-il maintenant un morveux joufflu? Il n'arrive tout simplement pas à comprendre. Est-ce une sorte de mauvais rêve? Sûrement, s'il se rendort, il se réveillera. Soudain, un groupe de personnes fit irruption par sa porte, un prêtre et une personne beaucoup plus autoritaire. Cette personne lui dit immédiatement qu'il est une honte pour cette maison, avec une profonde colère sur son visage. Irène se demande qui est ce vieil homme et pourquoi il est si effrayant, tandis que le prêtre rit. Le jeune garçon vient tout juste de se réveiller. Peut-être serait-il préférable de garder la punition pour plus tard. Le vieil homme ricane et le prêtre note que pour quelqu'un qui s'est évanoui, il est à peine blessé. Son esprit semble stable aussi, et la plupart des blessures ont été guéries, ce qui est un soulagement. Le vieil homme pense le contraire. Il aurait mieux valu qu'il meure. Comment ose-t-il même penser à agresser sa fiancée? Est-il une bête? Rox ne sait pas de quoi il parle, mais le vieil homme continue en notant qu'il a déjà 19 ans. Il est temps qu'il grandisse. Même son jeune frère a déjà débloqué son aura et lui, l'aîné, ne fait que grossir. Euron est intéressé par cette aura qu'il a mentionnée, mais le vieil homme continue de lui dire d'aller directement voir sa fiancée et de s'excuser dès qu'il pourra marcher. Irène demande ce qu'il veut dire par elle et le vieil homme parle de sa fiancée, Ilia. Si elle ne lui pardonne pas, il est fichu. Comprend-il? Eh bien, il a intérêt, car je ne lui permettrai pas de déshonorer davantage le nom de la famille Rox. Soudain, Irène réalise quelque chose. Il est Irène Rox? Alors il doit être le marquis Wellington Rox? En entendant cela, son père le gifle immédiatement au visage de rage. Comment ose-t-il prononcer le nom de son père si nonchalamment? Le prêtre et la femme essaient de le calmer, tandis que la personne à l'intérieur du corps de Irène est en état de choc. Cela ne peut tout simplement pas arriver. Il est impossible que ce ne soit pas un rêve. Après s'être réveillé de cette nouvelle sieste, cependant, il est toujours au même endroit. Pourquoi ne se réveille-t-il pas? La femme lui demande s'il est réveillé, et maintenant Irène la reconnaît comme étant Eren. C'est vraiment ce personnage, ce qui le rend encore plus confus. Il demande si la raison pour laquelle il est allongé ici est qu'il s'en est pris à Ilia, s'est fait tabasser, puis s'est évanoui. Eren dit que ce n'est pas tout à fait ça, mais se demande ensuite pourquoi il est si formel tout d'un coup. Euron minimise la chose et demande, il s'est fait assommer par Ilia. N'est-ce pas? Eren explique qu'il a attaqué Ilia ici et qu'elle l'a roué de coups jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Euron vient de réaliser qu'il est royalement foutu. Il lui semble clair d'une manière ou d'une autre qu'il a atterri dans le web-roman qu'il a écrit, même pas en tant que protagoniste, mais en tant que méchant minable qui cherche la bagarre au héros et meurt d'une mort misérable de ses mains. Il met ses mains sur sa tête en désespoir de cause car ce n'est même pas un webtoon. Eh bien, malheureusement pour lui, ça l'est. Il pense qu'il a possédé Irène Rox. Pour le dire simplement, une ordure totale sans talent, sans compétence, qui ne s'entraîne jamais et ne fait que profiter du nom de sa famille. Il perd sa fiancée au profit du protagoniste et, de colère, l'attaque, mais se fait battre comme un chien et meurt pitoyablement dans une ruelle sombre. Dans un monde aussi incertain que celui-ci, comment est-il censé survivre? C'est un monde de fantaisie, pourtant Irène n'a littéralement aucune capacité. Au moins, il connaît les opportunités et les objets que le protagoniste n'a pas encore trouvés, donc il doit se préparer. Dès qu'il se lève cependant, il sent le poids écrasant de ce corps et tombe immédiatement à genoux. Eren s'accroupit près de lui et lui demande s'il va bien,
Mais alors qu'il essaie de se relever et fronce les sourcils, il voit quelque chose. Alors que Eren lui dit de se reposer davantage, Eren se concentre à nouveau pour voir ce qu'il a vu plus tôt, et bien sûr, il a vu la fameuse fenêtre de statue, ce qui garantit qu'il est un protagoniste. Eren demande ce qui ne va pas et Euron note qu'il a dû devenir fou une seconde. Il va bien maintenant, alors elle devrait aller s'occuper d'autre chose. Alors quelle scène va, Euron regarde son entraînement rapide à l'épée. Elle a toujours été présentée comme plus forte et plus talentueuse que les chevaliers ordinaires, donc c'est une évidence, mais il voit aussi une autre statistique, l'affection qui est naturellement à 0. Eren se demande pourquoi il voit ça, peut-être parce qu'il jouait surtout à des simulations de drague auparavant. Quel genre de construction de monde est-ce donc? Alors qu'il réfléchit à la situation, il est heureux que l'affection ne soit au moins pas négative, compte tenu du comportement passé de Eren. Ce n'est pas le point principal, cependant. Il regarde de nouveau le miroir et a une idée. Il se concentre intensément sur lui-même, et bien sûr, il voit sa propre fenêtre de statue avec la condition spéciale obésité morbide et le trait œil du créateur. Parmi tout cela cependant, une chose ressort, le clan Tang du Sichuan. Mais n'est-ce pas tiré de ce webtoon Wuxia qu'il adorait avec une héroïne incroyablement sexy? L'art martial du poison et des armes cachées? C'était le clan Sichuan Tang. L'univers de ce monde est trop un mélange de tout. Mais attendez, s'il peut réellement apprendre ça, ça pourrait être le ticket pour sa propre survie. Un clan qui apparaît dans les romans Wuxia chinois, une secte prestigieuse de la province du Sichuan spécialisée dans les poisons et l'assassinat silencieux avec des armes chargées de toxines. Il est toujours perplexe quant à la raison pour laquelle il a cela dans un cadre médiéval, mais il s'en fiche tant qu'il le débloque. Alors que le marquis arpente les couloirs, Eren attire son attention en notant que Eren s'est réveillé il y a un petit moment. Il demande comment il allait et Eren remarque qu'il n'est pas encore tout à fait normal. Il a trébuché en essayant de se lever et son corps est en assez mauvais état. Le marquis note que le prêtre Alios a dit que ses blessures n'étaient pas profondes. Il ne devrait pas trébucher. N'a-t-elle pas trouvé son attitude étrange? Normalement, si elle lui disait de s'excuser auprès d'Elia, il piquerait une crise. Mais étrangement, il a simplement accepté. Sa personnalité n'a probablement pas changé. Il est juste hébété. Et d'ici demain, il aura repris ses vieilles habitudes. Aaron lui dit qu'il se rétablira pas à pas, ce qui fait rire le marquis. Même si lui, comme son père, a renoncé à lui, elle croit toujours en lui. Il se sent presque mal pour elle. Il aurait simplement dû la laisser vivre sa vie de chevalier. Peut-être qu'alors il ne se sentirait pas comme ça. Aaron sait pourquoi il pense ça. Mais aujourd'hui, Eren semblait différent. Et en effet, le lendemain, elle est surprise de l'entendre dire qu'il veut s'exercer et qu'on lui montre le chemin du terrain d'entraînement. Eren est sous le choc, demandant s'il veut vraiment s'entraîner et Eren le confirme. Il ne comprend pas où est le problème. Le trait, œil du créateur, semble être celui qui lui permet de voir les statistiques. Mais quant au clan Sichuan Tang, il n'a aucune idée de comment le débloquer. C'est peut-être à cause de l'obésité. Donc pour l'instant, il va s'exercer et trouver un moyen. Alors qu'il traverse, il est déjà épuisé car ce maudit manoir fait la taille d'un terrain de football. Cependant, s'il s'entraîne seul dans sa chambre, son gros cul le ramènera au lit, alors il doit s'entraîner ailleurs. Alors que quelques servantes et majordomes le croisent, ils essaient de paraître heureux de le voir, mais ils voient bien qu'il ne l'apprécie pas, voire le déteste. Eh bien, considérant à quel point Eren a été un salaud jusqu'à présent, peut-il vraiment leur en vouloir? Finalement, ils arrivent à ce qui semble être une salle d'entraînement, mais Aaron dit qu'ils doivent aller plus loin car c'est la troisième salle et la plupart des chevaliers utilisent la première ou la deuxième. Soudain, Yorin voit quelqu'un là-bas, mais l'affinité de cette personne est si basse qu'elle est catégorisée comme une pulsion meurtrière. C'est Reka Olian, qui est ravi de voir le jeune maître en personne et ce qui l'amène ici à sa salle d'entraînement. Yorin crie son nom, et Reka est content qu'il se souvienne encore de son nom. Il se retire immédiatement et demande s'il s'est passé quelque chose entre lui et ce type. Elle est surprise qu'il ne s'en souvienne pas. Il y a quelques années, quand le marquis l'a forcé à s'entraîner, lui, dans un état de rage, a fait venir Reka, qui n'était qu'un chevalier stagiaire, et lui a balafré la majeure partie du visage avec une lame tout en riant. Après cela, le marquis a renoncé à le faire s'entraîner. Yaronen revient vraiment pas. Ce type qui l'a possédé était une ordure irrécupérable. Il se retire immédiatement et demande s'ils peuvent aller à une autre salle d'entraînement, de préférence une qu'il puisse utiliser seul. Aaron déclare qu'il y a une quatrième salle, mais elle est loin et ses installations sont médiocres. C'est essentiellement juste un terrain vague. Le visage d'Euron s'illumine et il note qu'il devrait y aller tout de suite, surtout qu'il doit perdre du poids. Eren accepte de emmener, un peu confuse par cette épreuve. Finalement, ils arrivent à la quatrième salle et Eren voit un tas de lames, pensant que le clan Sichuan Tang est spécialisé dans les couteaux de lancer et les petites armes. Peut-être que c'est le moyen de le débloquer. Il ramasse une poignée de couteaux de lancer et fait face aux cibles. Il utilise toutes ses forces pour en lancer un, mais il rebondit simplement près de la cible. Il s'y attendait, mais il avait oublié que Aaron regardait. Alors il est immédiatement devenu embarrassé et a noté qu'il devrait d'abord développer son endurance de base. Et si on faisait des tours de la salle en courant, peut-être? Il s'entraînera seul, donc elle peut aussi s'entraîner si elle le veut. Ses agissements sont finalement parvenus aux oreilles du marquis. Il est surpris qu'il s'entraîne réellement,
Mais combien de temps cela durera-t-il? 3 semaines passèrent et Irène semble toujours s'entraîner. Il a perdu beaucoup de poids et son apparence a visiblement changé. Comme attendu de sa progéniture, sans cette graisse, il est en fait beau. Peut-être peut-il espérer aussi qu'il a pleinement mûri. Cette nuit-là, Irène s'observe. Il a pas mal minci, mais le clan Sikyuantang refuse de se débloquer. Il se donne un mois. Sinon, il devra simplement voler les rencontres fatidiques destinées aux protagonistes. Dès qu'il s'habille, Eren entre avec son dîner, qui est de la soupe Shirin, un plat d'endurance simple mais nutritif. Il ne supporte pas ce truc et Aaron lui demande s'il en a marre. Irène le confirme. Après tout, il ne mange que ça depuis 3 semaines d'affilée. Aaron demande ce qu'il veut vraiment, perdre du poids ou devenir un chevalier. Irène confirme qu'il veut devenir chevalier, alors Aaron lui dit que dans cette maison, même le marquis mange de la soupe Shiren après l'entraînement. Alors il devrait arrêter de se plaindre et la manger. Aaron accepte, pensant que ses coutumes de boomer dépassé causeront sa perte. Mais ce truc lui a permis de perdre beaucoup de poids. Alors il va s'en accommoder pour l'instant. Il en met une bonne bouchée dans sa bouche, mais remarque alors que le goût est légèrement différent. Et en effet, le système l'avertit qu'il a ingéré du poison, mais qu'il a aussi rempli la condition de déblocage pour le clan Sichuantang, déverrouillant ainsi le trait. Irène, submergée par les informations, ne sait pas quoi en penser. Quand le marquis eut fini de regarder Irène, sa seconde femme, Kaina, entra dans sa chambre avec du thé et lui demanda ce qu'il regardait avec autant d'attention. Le marquis note que le jardin était simplement magnifique, et elle confirme qu'elle l'a entretenu pour qu'il le reste pour lui, ce pourquoi il la félicite. Soudain, elle l'a enlacé par derrière et a demandé, quand choisira-t-il Colin comme héritier comme il l'avait mentionné, puisque c'est déjà décidé. Ne serait-il pas mieux de le faire rapidement? Le marquis lui a dit que cela pourrait prendre un peu plus de temps, ce qui l'a déconcerté car elle avait dit qu'il le ferait d'ici 1 mois. Le marquis confirme, mais elle a probablement entendu aussi que Irène a finalement repris ses esprits. Il est le fils aîné après tout, et s'il s'y met vraiment, il pourrait s'avérer être un bon successeur. Elle esquisse un faux sourire et dit qu'elle était inquiète, mais que heureusement, il semble être sorti de cet état sombre dans lequel il se trouvait. Ce doit être un soulagement pour lui. Le marquis l'a confirmé. Il s'est fait secouer par sa fiancée et s'est finalement réveillé. Avant qu'il ne puisse continuer, la misérable femme a demandé ce qu'il ferait concernant le successeur. Le marquis lui a dit que Irène s'entraînait depuis 3 semaines, donc il serait préférable de l'observer un peu plus longtemps. Mais s'il retourne à ses anciennes habitudes, il donnera immédiatement le titre d'héritier à Colin. Sur ce, Kana quitta la pièce, notant qu'elle se dirigeait vers la chambre à coucher. Mais dès qu'elle est partie, son vrai visage est apparu et elle a juré de se venger. Irène, qui vient de manger le poison et de débloquer le trait, pense que c'est logique. La famille Sichuantang était spécialisée dans le poison, donc il devait en manger. À bien y penser, en regardant la fenêtre de statistiques de la soupe, il voit une flèche qui n'était pas là avant. Et dès qu'il fait défiler, il voit qu'elle a été empoisonnée avec l'herbe agnan, une herbe qui paralyse jusqu'à la mort si elle est consommée en quantité suffisante. Arin s'approche et lui demande pourquoi il ne mange pas, et il continue de le faire, ne voulant pas éveiller les soupçons. Mais attendez, qui aurait pu empoisonner son repas? Normalement, Uri ne peut pas être tué par le poison, donc quelque chose a changé le cours de l'histoire. Maintenant qu'il y pense, quelque chose qui aurait déjà dû se produire n'a pas eu lieu, à savoir que Colin, le deuxième fils, était censé être officiellement nommé héritier. Alors pourquoi pas encore? C'est peut-être parce qu'il a commencé à s'entraîner. Donc, celui qui a mis du poison dans sa nourriture doit venir de ce côté-là. Dès qu'il finit son repas empoisonné, il obtient le poison paralysant faible en récompense et dit à Eren que c'était si bon que ça l'a fait pleurer. Il a besoin d'être un peu seul maintenant. Alors, pourrait-elle sortir? Eren accepte et lui dit de se reposer jusqu'à demain, ce qu'il fera. Après son départ, il se concentre à nouveau sur son reflet dans le miroir, ce qui lui permet de voir sa fenêtre de statut, qui indique même qu'il a de légères douleurs musculaires dues à l'entraînement. Il voit un plus et, en se concentrant dessus, l'arbre de trait de la famille Tang du Sichuan apparaît, lui offrant beaucoup plus d'options. Il se concentre d'abord sur le poison et en voit une large gamme, des plus faibles aux plus forts. Il fait défiler jusqu'en bas et voit que le poison final s'appelle Invisible Ultime, un poison de niveau 30. Cela signifie qu'il doit d'abord débloquer tous les niveaux inférieurs, c'est donc un système de montée de niveau. Pour obtenir le plus basique, le poison paralysant faible, il a besoin d'une technique interne pour le débloquer. C'est logique. Comme le clan Tang du Sichuan utilise l'énergie interne pour manier le poison, il devrait vérifier les arts martiaux pour ça. Il a le choix entre 4 techniques internes de base différentes, mais c'est un choix facile, surtout pour un fan de Wuxia comme lui. Les arts du poison sombre se concentrent sur le poison. Les arts de l'aiguille de tonnerre se concentrent sur les armes cachées, mais l'énergie divine des 10 000 venins, qui prend plus de temps à maîtriser, lui permet d'atteindre la maîtrise dans ces 2 domaines. Tout comme un protagoniste de Wuxia, plus il y en a, mieux c'est. Dès qu'il choisit cela, tous les mantras et les informations nécessaires inondent son cerveau, le rendant impatient d'essayer de faire circuler l'énergie immédiatement. Il enlève sa chemise et commence à sentir un flux étrange dans tout son corps. Ce doit être le QI. Il le guide à travers les méridiens appropriés, puis le stocke dans le dantian pour accumuler plus de force interne.
Il fait cela toute la nuit et trouve ça incroyable. Donc, ces romans d'arts martiaux ne mentaient pas quand ils disaient qu'on pouvait s'entraîner toute la nuit sans dormir. C'est réel. Il ne se sent pas fatigué du tout. En fait, son corps est rempli d'énergie à ras-bord. Il peut même sentir le flux de QI en lui. Il peut dire combien d'oiseaux sont à l'extérieur de sa fenêtre sans même avoir à regarder. Il sent aussi une énergie chaude et solide dans son dentian. Et maintenant, s'il fait circuler le QI jusqu'à sa tête sans le miroir, il peut ouvrir la fenêtre de statue. Soudain, il détecte une aura familière derrière la porte, qui n'est autre que celle d'Eren. Elle est venue voir s'il s'est réveillé, mais voyant que sa literie est intacte, il n'a pas dormi. N'est-ce pas? Eren ne peut pas lui mentir, mais elle dit que ce n'est pas bien. Il devrait se reposer de l'entraînement d'aujourd'hui. Eren veut y aller, en fait. Il se sent très bien et est en pleine forme. Il doit s'entraîner. Eren accepte d'aller préparer le petit déjeuner, mais après avoir fermé la porte, elle se demande quand il a commencé à prendre du muscle. Il retourne à la 4e salle et prend une autre dague de lancer. Cependant, dès qu'il fait face aux cibles, il obtient un réticule, comme dans un jeu EPC. En utilisant cela, il lance la dague avec une telle expertise qu'il atteint le centre de la cible, surprenant Eren. Avec ses accomplissements, l'arbre des armes cachées a également été débloqué. Eren lui demande ce qu'il vient de faire et Eren ne le sait pas non plus. C'est probablement le résultat de l'entraînement du mois dernier qui commence à se voir. Elle ne pense pas que ce soit ça et Eren se dit que c'est la première fois qu'il la voit troublée, alors il décide d'en lancer une autre. Cependant, quand il lance quelque chose, il sent une énergie interne ardente monter de son abdomen. Alors cette fois, il le lancera encore plus vite et plus fort. Il verrouille la cible et atteint à nouveau le centre, mais cette fois, elle se fissure. Eren le remarque aussi et Eren pense qu'avoir un réticule de EPC est en gros une triche incroyable. À l'époque, avec un jeu EPC appelé Battle Attack, il a même gagné un tournoi dans un cybercafé. Eren ne comprend tout simplement pas ce qui lui arrive. Eren lui demande si elle ressent quelque chose de particulier venant de lui, mais à part le fait qu'il a perdu un peu plus de poids depuis hier, elle ne peut pas vraiment le dire. Eren l'interroge sur le poids et elle confirme qu'il a perdu du poids régulièrement grâce à l'entraînement et à la soupe Shiren. Mais aujourd'hui, c'était encore plus. Eren devine qu'elle ne peut pas sentir l'énergie interne qu'il possède maintenant, ce qui signifie que dans ce monde, lui seul peut l'utiliser et personne d'autre. Vraiment, il a acquis un pouvoir incroyable. Bon, il devrait continuer à s'entraîner. Il lance un couteau après l'autre, chacun atterrissant au centre de la cible, et il lance même un couteau dans un autre. Eren est stupéfaite et veut essayer aussi. Elle prend un couteau de lancer et fait de son mieux, mais elle le rate complètement. Eren est content de voir qu'il y a quelque chose qu'elle ne sait pas faire, mais soudain, une fenêtre de statue apparaît devant lui, notant qu'il a débloqué un souvenir, qui à son tour a débloqué la coupe droite, lui permettant de lancer n'importe quel objet comme s'il s'agissait d'une arme mémorisée. Alors que Eren se demande pourquoi elle ne peut pas lancer comme lui, Eren décide de ce qu'il veut lancer ensuite. Il lui dit de s'écarter, et elle le regarde soulever une épée en bois cassé. Il sent beaucoup d'énergie interne s'écouler du dentian jusqu'à ses bras, et en utilisant cette coupe droite, il atteint un autre centre de cible, brisant complètement la cible. Eren a maintenant peur. Quel genre de pouvoir est-ce donc? Eren suppose que c'est juste de la pratique, mais il est impossible que ce soit ça. Eren sait aussi qu'elle rapporte tout ce qu'il fait à son père. Mais pourrait-elle lui rendre un service et ne pas rapporter cette affaire pour le moment? Eren ne sait pas quoi dire, mais Eren explique qu'en ce moment, il teste plusieurs choses. Et après, il expliquera tout, alors elle devrait attendre jusque-là. Eren cède et accepte. Le même jour à midi, alors que tout le monde rentre à son logement après une dure journée de travail, Perru, un jeune homme, est suivi par Eren. Il utilise sa compétence de statue pour voir qu'il a le trait touché empoisonné, ce qui signifie qu'il doit être celui qui a osé empoisonner sa nourriture. Bien, maintenant il va pouvoir faire un vrai test. Il invoque une flèche de sa main qu'il peut utiliser comme pointeur pour voir où ira sa compétence et active le poison paralytique. Immédiatement, une étrange brume se précipite vers Perru qui commence à sentir un poil entraîné vers le bas. Et finalement, il tombe au sol, complètement inconscient. Eren pense que c'est une grande réussite. Il peut même voir la durée du poison, qui est étonnamment d'une heure entière. Il ramasse Perru et le déplace dans un endroit plus isolé. Et à la tombée de la nuit, l'homme finit par se réveiller, encore raide de leur rencontre. Eren lui dit de se ressaisir car il n'a pas le temps d'attendre qu'il reprenne ses esprits. Il doit savoir qui je suis. N'est-ce pas? À en juger par ce regard désespéré sur son visage, je suppose que oui. Si tu veux vivre, tu as intérêt à répondre correctement à toutes mes questions. Je sais que c'est toi qui as mis le poison dans ma soupe, mais qui t'a ordonné de le faire? Eren sait que Perru ne peut pas encore parler. Alors je vais demander. Si c'est correct, tu cligneras une fois. Si c'est faux, tu cligneras 2 fois. Perru cligne une fois pour confirmer et Eren demande à nouveau, juste pour confirmer, c'est bien toi qui as empoisonné ma soupe. N'est-ce pas? Perru hésite un peu, mais finit par céder et cligne des yeux. Eren remarque, l'herbe était de l'herbe agnan, n'est-ce pas? Perru est choqué qu'il l'ait remarqué et cligne à nouveau des yeux. Eren est content qu'il soit si coopératif. Ensuite, il l'interroge sur la personne qui l'a empoisonné. Il lui a déjà demandé, mais il a l'intuition que c'est la marquise Kaina, n'est-ce pas?
Perrault cligne cependant des yeux 2 fois, ce qui fait penser à Irène qu'il ment. Il lui conseille de ne pas le faire, car s'il continue à mentir, il lui arrachera la langue. Il va redemander, celle qui lui a donné l'ordre était Kaina, n'est-ce pas? Perrault cligne à nouveau des yeux 2 fois, faisant penser à Irène qu'il ne peut pas mentir, mais alors, qui était-ce? Bon, il découvrira cette partie plus tard. Il sort quelque chose de sa poche et lui dit de bien l'avaler. Ça s'appelle du poison paralysant. Tandis que Perrault avale, Irène explique qu'il lui reste exactement 1 mois à vivre à partir de maintenant. S'il ne prend pas l'antidote avant, tous ses organes vont fondre. À partir de maintenant, il suivra ses ordres. Compris? Perrault cligne immédiatement des yeux et Irène annule l'effet du poison paralysant, auquel il restait 20 minutes. Maintenant que Perrault peut bouger et parler, Irène demande à nouveau qui lui a ordonné de faire ça. Perrault dit immédiatement que c'était le capitaine des chevaliers, Carax Livintin. Il a ordonné qu'il soit tué par une maladie d'ici la fin de l'année. Irène pense que Carax est le frère aîné de Kaina, qui a obtenu le rôle de capitaine des chevaliers grâce à son mariage. Donc sa déduction n'était pas complètement fausse. C'est juste qu'il est son complice, mais ce n'est pas important. On donne un papier à Perrault, sur lequel il reconnaît une liste de noms de poisons. Irène sait que peu de gens s'y connaissent en poison comme lui, ce qui signifie qu'il peut se les procurer au marché noir, et il obtiendra l'argent de Carax aussi. Il rassemblera chacun de ces poisons et les lui apportera, en commençant par ce qu'il a déjà, d'ici demain soir. Perrault demande pourquoi il aurait besoin d'autant de poisons, mais Irène se demande depuis quand il a la permission de poser des questions inutiles. Perrault comprend et Irène se retourne fièrement, lui disant qu'il peut partir. À partir de ce jour, sa soupe devra toujours être remplie d'herbes de Hagnan également. Perrault accepte, mais il est choqué par ce qu'il demande. De retour dans sa chambre, Irène pense que c'était génial. Les arts martiaux sont vraiment aussi cool qu'il en avait l'air. Dire qu'il a vraiment cru à l'arnaque du poison paralysant, ce n'était que des feuilles séchées agglomérées en une boule. Quoi qu'il en soit, il doit maîtriser rapidement les arts martiaux du clan Tang du Sichuan. Si c'est comme dans le scénario qu'il a écrit, un événement terrifiant va bientôt se produire dans le monde. Le lendemain passé, la nuit venue, Perrault arrive avec les herbes vénéneuses qu'il possède déjà. Irène les regarde et note que celle de gauche est de Helanjiang, celle du milieu du Yakrokpa, et la dernière une feuille à veine de bois. Perrault est choqué. Des poisons si rares. Comment les a-t-il tous devinés d'un coup? Irène dit que ce n'est rien, tout en pensant qu'il peut simplement le voir grâce à sa fenêtre de statue. Il se demande cependant, s'il essaie de le tuer, l'herbe d'Ean Yang seule devrait suffire. Alors pourquoi avoir les autres? Perrault explique que l'herbe d'Ean Yang prend du temps, et une fois qu'une résistance se développe, elle dure plus longtemps qu'on ne le pense. S'il commence à la mélanger avec du Yakrukpa après l'apparition des symptômes, l'effet est doublé. Irène comprend que les poisons deviennent plus forts et plus subtils lorsqu'ils sont combinés. Il est curieux de savoir comment il a appris tout cela et Perrault explique qu'à l'âge de 8 ans, il a été vendu à la famille Livintin et formé par un maître empoisonneur. Irène demande s'il y en a beaucoup dans sa situation et Perrault se souvient d'une époque où ils étaient 20, mais ils sont tous morts et il est le seul survivant. Irène pense que c'est logique. Les gens sans le trait d'affinité au poison ne survivraient pas longtemps à des toxines aussi puissantes, mais ce type semble en vouloir au Livintin pour ça. Peut-être qu'il cesse de trouver un outil utile. Il félicite Perrault pour son bon travail et lui dit qu'il peut partir. Perrault lui souhaite une bonne nuit en partant, le laissant enfin tout seul. Immédiatement, Irène commence à dévorer toutes les herbes, qui ont un goût dégoûtant, mais il parvient à le faire. Même avec ça, il doit encore méditer pour s'assurer que les poisons ne le submergent pas, mais cela fera monter sa progression en flèche. La nuit fait place au jour, et Irène vient lui souhaiter un bon matin, mais elle est choquée en le voyant car son corps a encore plus évolué. Irène a atteint le 2e stade de la technique de l'énergie divine des 10 000 venins, lui octroyant l'art martial du pas du petit dragon et les techniques de poison, toxines retardées, sérum de vérité et fumée tueuse d'âme. Il ouvre lentement les yeux, heureux d'avoir survécu à la nuit. Alors que Irène s'approche, toujours surprise, une odeur extrêmement nauséabonde lui parvient au nez. Irène ne sait pas comment l'expliquer, car lorsque l'énergie interne augmente et que le niveau des arts martiaux s'élève, le corps expulse une tonne de déchets. Irène se dit qu'il devrait ouvrir une fenêtre pour la calmer, mais Irène lui dit d'aller plutôt prendre un bain, car il en a désespérément besoin. Après cela, alors qu'il marche avec Irène vers le terrain d'entraînement, il examine ce qu'il a obtenu, l'art martial du pas du petit dragon. C'est le jeu de jambes de la famille Tang, parfait pour les mouvements rapides, l'assassinat et l'évasion. Il n'arrive pas à croire qu'il puisse apprendre une compétence qui n'apparaît que dans les romans wuxia. Le simple fait de copier les mouvements est déjà incroyable. En le voyant marcher comme ça, cependant, Irène lui demande pourquoi il marche comme un ivrogne. Irène dit qu'il va bien. Elle ne devrait pas s'inquiéter et il continue de le faire en riant. Irène l'ignore et demande si ça va vraiment. Veut-il vraiment aller au terrain d'entraînement numéro 1 aujourd'hui? Il y a beaucoup de chevaliers là-bas. Irène pense que ça ira. Il veut juste voir comment les autres chevaliers s'entraînent. Elle ne devrait pas trop s'inquiéter. Finalement, ils arrivent. Les chevaliers s'entraînent sans relâche depuis le lever du soleil. Quelques-uns d'entre eux remarquent quelqu'un approcher, et ils reconnaissent immédiatement Irène. Mais qui est le garçon derrière elle? Ils n'ont pas un gars aussi beau dans la maisonnée. Mais attendez,
Ils ont entendu dire que le jeune seigneur avait perdu énormément de poids en s'entraînant. C'est lui? Ils se rassemblent tous, chuchotant et se demandant quelle sorte de sorcellerie il a utilisé pour perdre ce poids. Irène sourit. Même s'il chuchote silencieusement, son énergie interne lui permet de tout entendre. Eren repère quelqu'un en particulier et le montre du doigt. Il semble être un apprenti, mais sa posture est bonne. Il deviendra certainement un chevalier subalterne bientôt. Ses mouvements sont les postures d'épée de base des Rox, alors il devrait regarder attentivement. Irène le reconnaît aussi. C'est Cred, un personnage principal du roman et plus tard, un allié du protagoniste. Il n'a jamais vu comment il était avant de rencontrer le héros, mais penser qu'il était là, c'est fascinant. C'est peut-être une bonne opportunité pour plus tard, mais assez parlé de ça. Aujourd'hui, ils seront ses sujets de test. D'abord, il veut tester l'empoisonnement prolongé, alors il fait semblant de brandir une lame et l'active secrètement sur un chevalier proche. Il le sent immédiatement et tombe au sol. Les autres lui demandent s'il doit aller aux toilettes ou quelque chose du genre, mais il commence à écumer de la bouche et à tomber par terre. Les autres chevaliers crient pour appeler un prêtre, mais soudain le chevalier se relève en notant que la douleur a disparu. Les autres pensent qu'il faisait juste semblant. Ils lui ont dit d'aller se soulager, et vite. Irène est satisfait de son effet et teste maintenant la fumée tueuse d'âme, qui devrait créer des illusions effrayantes. Il l'active sur eux tous cette fois-ci. Et l'un d'eux commence à voir un démon, prêt à lui déchirer l'âme. Ils commencent tous à voir quelque chose alors qu'ils crient au sol et implorent pitié, ce qui rend Irène confuse quant à la raison de leur comportement. Ne voyant manifestement pas le très heureux Irène derrière elle. Les chevaliers commencent à être submergés par leurs visions effrayantes. Ils se préparent à frapper, mais soudain, ils disparaissent, s'accusant les uns les autres car ils se voient tous comme des monstres. Irène ne peut pas les laisser se frapper entre eux. C'est suffisant pour aujourd'hui, mais c'est tout de même très impressionnant. Il dit à Irène qu'il devrait rentrer, celle-ci lui demande s'ils partent déjà, mais Irène trouve que c'est trop bruyant ici, alors il devrait plutôt aller à la 4e salle. Alors qu'il marche, une servante s'approche de lui en urgence et lui annonce qu'un invité est venu le voir. C'est Damilia Marcus. En regardant le jardin par la fenêtre, elle se dit que cette fois, elle annulera définitivement les fiançailles. Soudainement, elle est frappée par le visage d'un très bel homme, qui pour une raison quelconque semble la connaître. En apprenant qu'elle était là pour le voir, Irène a pensé que sa fiancée, qui a apparemment la main leste, était venue lui rendre visite. C'est probablement à cette période que Ilia a commencé à exiger la rupture de leurs fiançailles, mais Irène a continué de refuser comme il le faisait habituellement avec les choses qui ne lui plaisaient pas. Il soupira, car la situation était inévitable. En voyant ce beau jeune homme, Ilia lui demande qui il est, mais Irène lui répond que c'est lui. Il s'excuse, disant que ça fait un moment, alors il comprend son choc. Ilia avait entendu dire qu'il avait perdu du poids en s'entraînant, mais elle pensait que ce n'était qu'une rumeur sans fondement. Cela ne fait même pas 2 mois depuis leur dernière rencontre. Comment a-t-il réussi à changer à ce point? Irène explique qu'il a simplement travaillé dur. Après s'être fait battre par elle de cette façon, il a décidé de beaucoup réfléchir et a conclu qu'il devait changer. Ilia lui demande s'il cherche la bagarre maintenant. Qu'est ce qu'il recherche? Une vengeance tordue? Irène n'y avoir jamais pensé à ça et se met immédiatement à genoux. En réalité, il lui est reconnaissant. Grâce à ce qu'elle a fait, il a pu reprendre ses esprits. Il est désolé pour ce qui s'est passé à l'époque. Si elle veut vraiment rompre les fiançailles à cause de ce qui s'est passé, alors il en acceptera l'entière responsabilité. Ilia ne comprend vraiment plus rien. Mais qui est-il? Irène répond qu'il est lui-même et s'excuse une nouvelle fois pour tous ses méfaits. Pour être honnête, ce n'était pas vraiment sa faute, mais celle du propriétaire originel de ce corps. Il demande aussi pardon à genoux sans aucune raison. Ilia n'est pas une simple héroïne. Elle possède le trait de la reine épée, ce qui la rend de plus en plus forte avec le temps. Plus tard, elle sauve le protagoniste déchu et terrasse même le principal antagoniste de l'histoire. Ce qui rend tout cela possible, c'est le trait de la reine épée, c'est pourquoi même s'ils rompent les fiançailles, il est bien mieux de rétablir leur relation et peut-être d'en faire une alliée pour l'avenir. Ilia lui dit soudain de se relever et lui demande s'il est vraiment sérieux. Irène le promet, mais ce n'est pas assez pour elle. Il doit le jurer. Irène sent une aura émaner d'elle, dire qu'elle le mettrait sous pression avec une telle chose. Mais cette scène, il l'a déjà vue quelque part. Ilia veut qu'il jure qu'à partir de maintenant, il ne vivra plus sa vie comme avant. S'il brise son serment, c'est elle qui lui ôtera la vie. Irène se souvint que ces paroles étaient destinées au protagoniste, pas à Irène. Quoi qu'il en soit, comme il ne peut plus respirer, il utilise sa propre technique pour la repousser, surprenant Ilia. Avant qu'elle ne puisse demander, Irène jure qu'il ne redeviendra jamais le même, la faisant rougir, la faisant se précipiter vers la porte, et notant qu'elle le surveillera. S'il fait une seule erreur de plus, les fiançailles seront rompues sans condition. Irène est surpris qu'elle ne rompe pas maintenant, mais bon, c'est une victoire pour lui. Après cela, elle rencontre le marquis qui devine qu'elle a vu Irène, et qu'elle a pris une décision. Ilia annonce que les fiançailles ne seront pas rompues. Le marquis est un peu confus. Il veut savoir la raison, car il ne comprend pas. Ilia explique que son père a toujours dit que les gens ne pouvaient pas être réparés, mais une rumeur disait qu'il avait changé, alors elle était curieuse. Elle se demandait s'il était redevenu le Irène faible mais gentil de leur enfance,
mais ce n'était pas le cas. Il était devenu une personne complètement différente, c'est pourquoi elle voulait essayer de lui faire confiance cette fois-ci. Le marquis comprend, mais Ilia ajoute que s'il redevient le vaurien qu'il était, c'est elle qui s'occupera de lui. Le marquis est tout à fait d'accord, comme on pouvait s'y attendre de la grande héroïne, qu'elle devrait bien s'occuper de Irène. Ilia se lève et dit qu'elle devrait partir, mais le marquis lui suggère de rester au moins quelques jours de plus. Ilia doit en quelque sorte rentrer chez elle car elle a dit à son père qu'elle allait rompre les fiançailles, elle doit donc lui annoncer le contraire. Le marquis lui conseille de voir Irène avant de partir, mais comme il s'entraîne, elle ne voudrait pas le déranger. Le marquis comprend. Ce soir-là, il fait appeler Irène et il est également surpris par son nouvel aspect et lui demande qui il est. Irène demande ce qui ne va pas et son père dissimule, notant qu'il a vraiment travaillé dur après tout. Il lui demande s'il sait pourquoi il l'a convoqué et Irène devine que c'est pour qu'il commence son entraînement de chevalier. Le marquis avait complètement oublié. Il est vif d'esprit aussi, il est donc enfin temps pour lui d'apprendre l'escrime de la famille Rox. Irène a quelques objections à ce sujet. Il dit au marquis qu'il veut apprendre les arts du lancer plutôt que l'escrime. Le marquis pense que c'est inacceptable. Le lancer de couteau est une astuce de bas étage utilisée par les voleurs. Avec une compétence aussi grossière, il ne pourrait même pas traverser une armure de chevalier, encore moins percer la peau d'un monstre de bas niveau. Comprend-il? Irène veut alors faire un pari pour savoir s'il peut vaincre un borak avec une dague. S'il est si confiant, alors il n'aura aucun problème à accepter. N'est-ce pas? Le marquis pense qu'un tel entêtement est inutile. La lame d'un guerrier a besoin d'une aura pour détruire les écailles d'un borak. C'est pourquoi même s'il pratique ses arts du lancer pendant 100 ans, il n'y arrivera jamais. Irène comprend que si c'est vraiment le cas, alors il gagnera sans condition. Il devrait donc simplement accepter le pari. Le marquis pense qu'il est trop téméraire avec ses promesses, mais soit. Il profitera de cette occasion pour briser son entêtement pour de bon. Mais quel est l'enjeu du pari? Irène déclare que s'il bat un borak avec une dague, il s'occupera de son propre entraînement à partir de maintenant. S'il échoue, il suivra ses volontés. De retour dans sa chambre, Irène pense que Eren, heureusement, n'a pas fait de rapport sur son entraînement pendant tout ce temps. Le test pratique est demain aussi. Il se demande combien d'essais il faudra pour percer les écailles du borak. Il est assez curieux à ce sujet aussi. Juste au cas où, il devrait manger des herbes vénéneuses ce soir et améliorer les 10 000 venins à 3 étoiles. Soudain, il entend frapper à la porte et Eren entre, annonçant qu'elle a un message du marquis. L'heure du test demain est 13h et le lieu est la première salle d'entraînement. Irène lui demande si elle connaît les détails de ce pari et elle confirme, mais elle n'est pas la seule. Tout le monde dans le domaine est au courant. Grâce à ça, ils sont tous en train de rire aux éclats. Irène demande pourquoi, et Eren explique qu'il raconte qu'il va se faire dessus de peur en voyant un borak ou simplement s'enfuir. Il s'amuse à en parler parce qu'après tout, il est toujours l'ennemi public. La fierté de Irène est piquée, et il demande si ces gens viendront regarder demain. Eren explique que le marquis ne l'a pas interdit, alors elle suppose que ce sera bondé. Euron n'est pas vraiment ravi que cela soit devenu un spectacle, mais qu'en pense-t-elle? Eren dit que demain sera probablement sa victoire d'après ce qu'elle a vu. Cette nuit-là, Irène atteint la 3e étoile des arts divins des 10 000 venins. Et le lendemain, tout le monde se rassemble autour de la salle d'entraînement. Irène remarque que c'est vraiment bondé. Le marquis lui demande s'il est prêt à faire ses preuves et Irène l'est, mais il y a beaucoup de monde ici. Devait-il vraiment le dire à tout le monde? Le marquis ne l'a dit qu'à son sorcier, mais il semble que la nouvelle se soit répandue, alors il devrait faire attention à ne pas se ridiculiser. Sur ce, le mage note qu'il devrait commencer. Il utilise une magie d'invocation à courte portée. Irène est content de voir enfin de la magie utilisée en personne. De la rune qui a été placée au sol, un monstre commence à prendre forme. Irène est encore plus émerveillée. Voir en personne un monstre qu'il a créé avec des mots, c'est vraiment autre chose. Alors que la poussière se dissipe, le borak est révélé et certains se couvrent les yeux tellement il est laid. Irène s'attendait à ce qu'il soit aussi laid, car c'était un monstre qu'il avait inventé sur le vif en mangeant des sashimi de rascasse dans un restaurant. S'il n'y avait pas les bras et les jambes, il pourrait en fait être mignon, tout comme le vrai poisson. Soudain, la bête charge sur lui et il utilise sa technique pour se placer derrière elle, ce qui fait que certains se couvrent les yeux, mais le marquis leur dit que ce n'est pas fini. Irène ne s'attendait pas à ce que cette chose le charge sans prévenir, mais bon, elle n'est pas si rapide. D'abord, il veut voir à quel point ses écailles sont épaisses, mais soudain, il voit une cible sur le corps de la bête, qui semble être une sorte de point faible. Il décide de tester, lançant son couteau directement à cet endroit, ce qui fait convulser la bête avant qu'elle ne s'effondre, de l'écume à la bouche. Irène se gratte la tête, car il ne s'attendait pas à ce qu'elle meure d'un seul coup. Tout le monde est sans voix, surtout le marquis dont la mâchoire est tombée par terre. Les gens commencent à l'acclamer, notant à quel point c'était cool, et le marquis s'approche en exigeant de savoir comment diable il a fait ça. Irène note qu'il a bien visé et a touché sa cible, mais le marquis ne peut pas accepter quelque chose comme ça. Un borak qui meurt d'un seul coup? Ça n'a absolument aucun sens. Irène est surpris par sa réaction. Assurément, le grand marquis ne reviendrait pas sur sa parole. N'est-ce pas? Le mage explique que sous le bras du borak, il n'y a pas d'écaille. Donc, la dague du jeune maître est logée précisément à cet endroit. Le marquis croit que c'était de la pure chance, mais Irène note que c'était juste.
Le marquis veut le refaire une fois de plus, ce qui fait que Irène se retourne car il est déraisonnable. Le marquis l'attire avec une autre promesse. S'il gagne cette fois encore, il lui accordera un vœu, peu importe ce qu'il demande. Mais s'il perd, il apprendra l'escrime. Cependant, son adversaire cette fois ne sera pas une bête sans cervelle, mais un chevalier. Euron ne s'en soucie pas vraiment. Au contraire, c'est une occasion de briser l'orgueil de ce salaud de Carax. Cependant, pour continuer à obtenir des plantes vénéneuses de Pérou, il serait peut-être préférable de le laisser vivre. Le marquis note qu'un chevalier officiel serait trop difficile à gérer pour lui, alors il devrait opter pour un chevalier en formation. C'est juste. N'est-ce pas? Il a une idée et demande s'il peut désigner le chevalier. Le marquis lui demande à qui il pense, et il veut combattre Cred. À l'appel du marquis, il monte sur la scène et s'incline. Le marquis note qu'il a entendu dire qu'il était un soldat fiable. Il y a quelque chose qu'il doit faire maintenant, cependant. Cred note qu'il fera n'importe quoi, et le marquis lui dit de corriger les mauvaises habitudes de ce type. Il pointe Irène, qui lui fait un signe de la main, et lui demande s'il peut le faire. Cred note qu'il fera comme il l'a dit, et Irène lui dit de ne pas trop s'inquiéter. Il ne lancera que 3 dagues. S'il bloque les 3, il gagnera. Le marquis explose de colère. C'est de cette arrogance dont il parlait. Il doit le discipliner en profondeur. Alors qu'il se prépare à se battre, le chevalier dit à Cred qu'il n'aura pas de nourriture s'il perd aujourd'hui, et une femme encourage aussi Irène, et il ne peut pas mentir. Ça fait plutôt du bien. Cred lui dit qu'il est prêt, et Irène sort une lame. Alors qu'il pense à frapper légèrement, il voit beaucoup plus de cibles que sur le bras. Mais s'il le touche là, il mourra probablement. Alors il décide de frapper droit devant. Cred peut à peine voir le coup arriver, mais il parvient à le bloquer, ce qui le projette en arrière. Les chevaliers sont confus. C'était comme un coup de canon. Le marquis est également choqué. Il ramasse la dague qui a été lancée et n'arrive pas à croire qu'une dague aussi ordinaire puisse avoir une telle puissance. Cred tient à peine debout après ça. Irène se dit qu'il devrait être plus concentré maintenant, car il ne peut plus baisser sa garde. Cette fois, il en lancera une à pleine puissance. Cred commence à trembler. La seconde semble durer des minutes alors qu'il se prépare pour le prochain coup, et Irène pense qu'il est un personnage principal, donc il ne devrait pas mourir de si peu. Il lance le couteau d'un tir direct, et il vole vers Cred si vite qu'il traverse presque sa lame, mais il la rencontre à la pointe, créant une explosion qui forme un gigantesque nuage de poussière. Tout le monde attend avec impatience de voir ce qui s'est passé, et alors que la poussière se dissipe, il voit Cred à genoux, son épée brisée. Il lâche la lame, et le marquis prend Irène à part, voulant avoir une conversation privée. Il refuse car le combat n'est pas encore terminé. Il lui reste encore une dague à lancer. Le marquis lui dit que c'est plus que suffisant, alors Irène veut qu'il laisse la décision à Cred. Il lui dit de relever la tête. Est-ce que ça va vraiment se terminer comme ça? Quelqu'un qui doit devenir chevalier acceptera-t-il une bataille aussi peu engagée? Cred essaie de parler, mais Irène l'interrompt en notant que ce soit dans la victoire ou la défaite, une conclusion définitive est ce qui fait un chevalier. Alors il demandera à nouveau, va-t-il vraiment abandonner comme ça? Cred commence à sentir quelque chose percer en lui, et il exige une nouvelle épée en se relevant, car il ne reculera pas comme ça, quoi qu'il arrive. Les chevaliers sont complètement stupéfaits, car eux et le marquis ont remarqué qu'il vient de réveiller son aura. Irène s'y attendait. Le trait de berserker de Cred se manifeste enfin alors qu'il a atteint sa limite, mais c'est aussi excellent pour lui, car il peut tester des techniques encore plus avancées. Cred se tient prêt. Il brille d'un bleu constant et dit à Irène de bien vouloir lancer. Le marquis est impressionné de penser qu'une quantité aussi massive de mana se manifesterait immédiatement. Ce niveau est au moins équivalent à celui d'un chevalier senior. Mais que va faire Euron maintenant? Il se contente de sourire et lance son couteau avec un effet, le faisant tournoyer dans les airs. Cred pense qu'il s'amuse et lève son épée bien haut avant d'essayer de l'abattre sur la lame, mais celle-ci l'esquive et finit dans son épaule. Il n'a touché aucun point vital, mais Cred est immédiatement à terre, hurlant de douleur. Les chevaliers ont aussi vu ce couteau. Il était extrêmement lent, alors ils ont dit à Cred d'arrêter de pleurer et de ne pas se ménager. Irène pense que cette fois, il y a mis un peu plus d'énergie interne, c'est pourquoi il crie de douleur. Le marquis intervient immédiatement, notant qu'ils parleront plus tard et qu'il a gagné le pari. Irène sourit, et Cred ressent toujours une douleur atroce. Il s'approche donc de lui et réabsorbe toute cette énergie interne, le soulageant ainsi de la douleur. Cred le remercie en inclinant la tête et s'excuse abondamment. Quand ce couteau a volé lentement vers lui, il a pensé qu'il le méprisait, mais c'était en fait sa technique. Il est impossible qu'il ait pu apprendre une telle technique en si peu de temps, donc il cachait bien ses compétences. Peut-être fait-il partie d'une organisation secrète qui cible le marquis. Il pensait qu'il semblait étrange par le passé, mais il sacrifiait juste son apparence pour s'intégrer. Irène a complètement oublié qu'il est un théoricien du complot acharné et Cred continue, notant qu'il est incroyable. Quand il combattra des organisations secrètes à l'avenir, s'il a besoin de son aide, il devra l'appeler à tout moment. Euron est surpris que son affection ait augmenté si facilement, alors il accepte son aide en pensant que les berserkers ont toujours des personnalités simples. Cred jure de répandre la nouvelle que le jeune maître n'a jamais été un scélérat. Alors qu'il se dirige vers la sortie du hall d'entraînement, Eren l'attend avec une serviette car il a bien travaillé.
En marchant, elle remarque que c'était la première fois qu'il utilisait la technique de la faim. Irène dit que c'était une nouvelle technique, mais comment était-elle? Eren explique qu'en la voyant, elle a imaginé un combat d'entraînement entre eux. Si elle y avait fait face pour la première fois, elle aurait probablement été vaincue aussi, mais maintenant, elle peut la bloquer. Irène sait que ce n'est pas du bluff. Après tout, elle possède le trait esprit clair, ce qui est assez rare. Euron note qu'elle a reçu une éducation de chevalier dès son plus jeune âge. Si elle n'était pas devenue sa majordome, elle serait probablement déjà chevalier. Est-elle vraiment satisfaite? Eren se demande pourquoi il dit de telles choses soudainement. Ce n'est pas à lui de s'en inquiéter. Plus tard, Irène arrive au bureau du marquis, l'appelant seigneur, mais il exige d'être appelé père quand ils sont seuls, car il perd de l'affection de cette façon. Irène accepte, assez confus, et le marquis demande ce qu'était cette technique qu'il a utilisée dans le combat, même après avoir épluché des centaines de livres. Aucune technique de lancer ne présente un tel mouvement. Cela ne fait qu'un mois qu'il a commencé à s'entraîner en plus. Peu importe à quel point il est un génie, il est impossible d'apprendre une telle chose en si peu de temps. Il veut savoir la vérité maintenant car il sait qu'il cache quelque chose. Irène sait qu'il ne peut pas vraiment dire la vérité, mais il a préparé quelque chose juste pour ça. Il explique qu'il a trouvé un livre. Un jour, il regardait les livres dans la bibliothèque familiale au grenier pour étudier un entraînement efficace, et soudain, il a trébuché sur un livre, ce qui l'a fait percuter une des étagères. C'est alors qu'un livre qui se trouvait au-dessus est tombé par terre, et c'était un livre sans écriture sur la couverture, mais avec des pages étranges. Sans trop réfléchir, il l'a ouvert et de la lumière a commencé à jaillir de ce livre. Il a été informé de toutes ces techniques immédiatement, puis le livre a disparu. Le marquis sait ce que cela signifie. Ce livre était en fait un grimoire magique. Irène sourit. Bien sûr, il serait au courant. C'est lui qui a mis ça en place. Il a fait en sorte que des magiciens exceptionnels gravent des techniques ou de la magie dans des livres avec leurs pouvoirs et les transmettent ainsi. Le marquis convient que les grimoires magiques peuvent faire cela. La bibliothèque contient tellement de livres collectés par tant d'ancêtres que même lui ne les connaît pas tous. Trouver ce livre a été une grande chance pour lui. Euron est d'accord. Il a touché le jackpot, après tout. Le marquis se lève comme il le lui avait promis. Il ne lui dira plus d'apprendre l'escrime. Et selon cette promesse supplémentaire, il devrait lui dire ce qu'il veut. Euron est direct. Il n'a plus besoin de tourner autour du pot. Il veut la position d'héritier, mais il le sait. S'il dit ça, il ne va pas simplement l'accorder, n'est-ce pas? Le marquis se sent partagé. Il devrait l'accorder car c'est tout à fait dans son autorité, mais Irène voit qu'il fait une expression gênée. S'il devient l'héritier, cela causera probablement des problèmes car beaucoup se rebelleraient contre la famille, en particulier la dame qu'il aime tant. Alors cette fois, il fera un compromis, juste une fois. Le marquis le remercie pour sa générosité et Irène pense qu'il n'a jamais eu d'intérêt pour le poste d'héritier car s'il le devient, il sera coincé en tête-à-tête avec le marquis, à recevoir une éducation sur la gestion du château. Il perdra donc sa liberté. Plutôt que cela, il utilisera ce temps pour améliorer sa technique de la famille Sichuantang et parcourir le monde pour plus d'opportunités. Le marquis veut entendre quel est son souhait, alors Irène explique qu'il pensait créer son propre ordre de chevalier. Il veut Eren, qui est sa majordome, et Cred, avec qui il s'est battu en duel. Ce sont deux de ses chevaliers. Le marquis note que ce n'est pas aussi difficile à faire que de le nommer héritier, et Eren est talentueuse aussi. Ce serait dommage qu'elle ne soit qu'une majordome. Ils feront comme ça alors. Cependant, il aurait besoin d'un nouveau majordome. N'est-ce pas? Et il ne semble pas y en avoir de disponible actuellement. Irène explique qu'il y a quelqu'un nommé Perrault qui travaille dans les cuisines, et il veut ce type comme majordome. Il serait reconnaissant s'il pouvait le désigner par coïncidence, et non directement comme son choix. Le marquis demande pourquoi il est si vague, mais Irène promet de lui dire plus tard. Il est content que le marquis lui fasse autant confiance. Il ne savait même pas que l'affection avait augmenté comme ça. Le lendemain, Irène rassemble ses chevaliers et note qu'ils appartiendront exclusivement à son ordre de chevalier. Ils s'entraîneront dur quotidiennement à partir de maintenant. De plus, l'homme derrière lui est son nouveau majordome, qui les salue tous les deux. En le regardant, Eren se souvient de la conversation qu'ils ont eue la nuit dernière, car elle était curieuse à propos de ce type, Perrault, qu'il a mentionné. Il la remplacera. Mais pourquoi exactement? C'est alors que Irène lui a dit qu'il est en fait un espion envoyé par le commandant des chevaliers Carax et Kaina pour le tuer. Eren était très confuse. Si c'était vrai, alors pourquoi est-il son majordome? Euron a dit que ce n'était pas un problème. Après tout, il n'écoute plus que lui maintenant. Cred a aussi une question, à laquelle Euron est heureux de répondre. Cred note que même s'ils ne sont que deux, puisque c'est toujours un ordre de chevaliers de nom, ne devrait-il pas y avoir un chevalier supérieur? Même si ce n'est pas vraiment un commandant, un chevalier supérieur devrait être quelqu'un d'une compétence exceptionnelle. Et cette personne à côté de lui a l'air frêle et petite, pas si forte que ça. Euron dit qu'il a raison. Il devrait y avoir un chevalier supérieur fort. Alors maintenant, ils vont se battre pour le décider. Il ne faut pas longtemps pour que Cred soit mis à terre, complètement et totalement vaincu. Eren note que ses schémas d'attaque sont bien trop simples. Il doit beaucoup s'améliorer, pour qu'on ne puisse pas anticiper ses coups par ses mouvements préliminaires. Cred promet de garder cela à l'esprit. Et Euron pense qu'avec ça,
le chef de cet ordre de chevaliers était reine. Des applaudissements sont donc de mise. L'aube finit par arriver et Pérou va préparer le dîner. Irène pense que même si c'est faible, il peut toujours détecter son énergie d'aussi loin. Parfait pour tester une nouvelle technique. Elle utilise l'énergie interne pour créer des ondes sonores au lieu de la voix pour transmettre le son. Un art martial essentiel dans tout roman wuxia qui se respecte, la transmission du son. Il crie son nom et Pérou l'entend, mais voit ensuite qu'il n'est nulle part à proximité. Irène continue de crier son nom et se demande pourquoi il est si surpris. Pérou a peur car il pense que c'est une sorte de magie noire, mais Irène lui dit que c'est plus comme de la magie de communication qu'autre chose. Pérou s'y attendait. Le fait de ne pas être affecté par le poison conclut l'affaire. Il a entendu dire que certains mages noirs manipulent le poison avec leur magie. Alors il en était un aussi. N'est-ce pas? Irène le laisse croire ce qu'il veut et demande si le poison qu'il a demandé la dernière fois est prêt. Pérou confirme que l'esprit du serpent, un poison extrait de 100 serpents venimeux, a été à peine obtenu. Irène est satisfait. Il lui dit d'ajouter une généreuse quantité de ce poison dans la soupe qu'il mangera ce soir. Pérou, connaissant les implications, accepte immédiatement. Cette nuit-là, Irène continue de cultiver, mais depuis qu'il a atteint les 3 étoiles, son énergie interne n'augmente pas aussi bien que prévu. Il ne sait pas combien de temps il reste avant la crise mondiale. Il semble qu'il n'ait d'autre choix que de quitter le château du marquis. Il va voir son père à ce sujet, qui remarque qu'il n'est pas sorti depuis un moment, donc ça va. Mais a-t-il l'intention d'aller en ville? Irène acquiesce, pensant qu'il ira bien plus loin que ça, mais il n'a pas besoin de le lui dire. N'est-ce pas? Il pensait partir pour environ une semaine. Et comme il a travaillé dur, le marquis le lui permet. Mais qui sera son escorte? Irène attendait ce moment. Il n'avait pas besoin d'escorte. Le marquis lui dit d'avoir un peu de considération pour sa position. Il est le fils aîné de la famille Rox après tout. Irène note qu'avoir une escorte juste pour aller dans un village voisin est un peu excessif, mais le marquis lui dit qu'il ne sait pas encore comment est le monde. Même s'il est un peu plus fort grâce à l'entraînement, il pourrait se faire empoisonner. Irène ne peut pas lui dire que le poison ne fonctionne tout simplement pas sur lui, il est donc temps de passer au plan B. Il obtempère, puisqu'il s'inquiète tant pour lui, et note qu'il prévoit de partir dans 2 jours. Le marquis préparera donc une escorte en même temps. Irène ne se soucie pas vraiment de cette escorte, cependant. Il partira secrètement demain. Cet après-midi-là, Irène convoque Pérou, notant qu'il n'a pas d'argent pour le voyage, et qu'il devrait donc lui en donner. Après tout, il a l'argent que Carax lui donne pour acheter du poison. Pérou semble hésitant au début, mais Irène lui demande s'il ne veut vraiment pas, ce qui fait que Pérou accepte immédiatement. Irène a aussi besoin de cette chose dans sa poche. Il l'a vu la dernière fois quand il a sorti les herbes empoisonnées, cette sacoche spatiale qu'il utilise. C'est une chose qui apparaît souvent dans les romans de fantasy, une sacoche mystérieuse qui peut contenir environ 1 tonne de marchandises. Pérou accepte de la lui prêter, et Irène sourit. Avec ça, il n'aura pas besoin de transporter grand-chose. Ceci fait, il donne aussi à Pérou le remède de feuilles séchées. Honnêtement, comme il a été si bon pour lui, s'il continue ainsi, il finira par lui donner un antidote parfait. Le lendemain, au petit jour, Irène sort simplement, ayant déjà laissé une note. En traversant le manoir, cependant, il n'est pas si surpris de voir qu'il est vide. Tout le monde doit être endormi. Soudain, un jardinier le salue. Il semble qu'il soit levé tôt lui aussi. N'est-ce pas? Irène acquiesce et voit quelque chose d'assez étrange chez ce vieil homme, quelque chose de substantiel. Il pense à utiliser l'œil du créateur, mais décide finalement de ne pas le faire car ça n'en vaut pas la peine. Irène arrive en ville, c'est la première fois qu'il quitte le manoir, et la première chose qu'il voit est la tour de magie. C'est difficile de ne pas la voir, après tout. Il entre et un employé lui demande ce qui l'amène ici. Irène veut utiliser le portail et l'employé lui demande s'il l'a déjà utilisé. Irène dit que non et l'employé explique qu'il accumule des miles pour lui. Il a eu cette idée en étant dans un avion. L'employé lui demande sa destination et Irène indique que c'est le château d'Eosk. Les frais sont de 50 pièces d'or. Irène s'attendait à ce que ce soit cher, mais heureusement, Pérou a assez d'argent et il utilisera aussi un faux nom pour l'instant, Polian, son pseudonyme dans la plupart des jeux. L'employé lui dit de le suivre et après avoir monté quelques escaliers, lui dit d'entrer dans la pièce à côté de lui. Quand il entendra frapper, il sera arrivé à destination. Irène entre dans le cercle doré, assez excité à l'idée de le faire réellement. Et sans même s'en rendre compte, il est arrivé à destination, un autre employé de la magie l'accueillant au château d'Eosk. Irène est surpris de n'avoir rien senti, et l'employé note que son expérience confortable est ce dont ils sont fiers, après tout. Irène se demande s'il l'a conçu ainsi quand il l'a écrit, et l'employé le conduit dehors, lui souhaitant un agréable séjour. Une fois dans la rue, Irène pense que contrairement au domaine de la famille du marquis, ceux-ci se trouvent dans la région ouest. Les formes des bâtiments sont donc un peu différentes, plus médiévales qu'autre chose. Il y a aussi beaucoup de monde. Mais d'abord, il veut aller dans l'allée des forgerons. Il demande autour de lui et on lui indique la direction. Il cherche quelque chose en particulier, la forge de la licorne, mais il ne la voit nulle part. Comme la nuit tombe, il décide d'explorer une dernière ruelle avant d'arrêter pour la journée. Il entend quelqu'un frapper sur de l'acier à l'intérieur d'une boutique et entre, voulant demander quelque chose au forgeron. Parmi toutes les forges du coin,
en connaît-il une appelée la forge de la licorne? L'homme note qu'il n'y a pas de forge de ce nom par ici. Cependant, c'est le nom qu'il prévoit d'utiliser pour sa boutique bientôt. Yiren utilise immédiatement l'œil du créateur et voit qu'il a le trait dont il avait besoin, la création d'armes magiques. Il demande s'il peut voir les armes qu'il vend ici, et le forgeron est plus qu'heureux de les lui montrer. Yiren regarde les lames et demande comment vont les affaires. Le jeune homme se gratte la tête, notant que cet endroit est dans un coin, et qu'il manque aussi de compétences. Donc, même si des clients viennent, ils ne font que regarder et repartir. Yiren pense qu'ils passent tous à côté de quelque chose. Juste ces deux lames ici. L'une est une épée de l'esprit du vent, et l'autre est une espadon de l'esprit de la flamme. Yiren demande s'il les a fabriquées, et le forgeron le confirme, mais ce ne sont que des échecs. Après les avoir fabriquées, elles sont devenues étrangement lourdes. Même quelqu'un de très fort pourrait à peine en soulever une, donc elles n'ont pas été achetées. Yiren pense qu'ils n'étaient tout simplement pas qualifiés. Si quelqu'un avec un vrai pouvoir les maniait, il saurait à quel point ces lames sont bonnes. Yiren veut immédiatement les acheter, surprenant le forgeron. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'il cherchait ici. Il demande s'il a des armes très rouillées, et le forgeron lui donne accès à un coffre rempli de lames. Étrangement, il cherche quelque chose comme ça. Celles-ci sont rassemblées pour qu'il puisse les vendre à bas prix. Comme elles sont assez inutiles en l'état, Yiren en saisit une en particulier, le forgeron notant que ce n'est pas lui qui l'a fabriquée. Il ne sait pas d'où ça vient, mais c'était dans un entrepôt. Il allait le jeter, mais il a trouvé que c'était un gaspillage d'acier, alors il l'a laissé là. Yiren veut aussi prendre ça. Le forgeron note donc que, comme il n'a choisi que des articles défectueux, il ne prendra que 2 pièces d'or. Yiren pense que c'est une bonne affaire car ces armes n'auraient pas pu être achetées même avec 200 pièces d'or s'il avait connu leur valeur. Mais attendez, il n'est pas seulement là pour les objets, mais aussi pour la personne. Il note que comme ses affaires ne vont pas bien, il envisage de fermer boutique et de se faire employer pour l'artisanat. Le forgeron est un peu surpris car c'est assez soudain. Ce n'est pas qu'il n'ait pas pensé à fermer, mais c'est une décision difficile. Yiren décide de se présenter formellement. Il est la lance invincible qui protège le sud. Yiren Rox de la famille Rox. Le forgeron a entendu parler d'eux et s'incline immédiatement, car il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un comme lui vienne dans un endroit aussi humble. Yiren lui dit de se relever, mais il se sent plus à l'aise comme ça. Yiren comprend, mais lui dit quand même de se relever. Le forgeron s'exécute et se demande pourquoi il voudrait employer un forgeron aussi médiocre que lui. Yiren explique qu'il a un talent spécial, mais le forgeron ne le croit pas. Même si son maître le grondait souvent, Yiren ne sait pas qui l'a formé, mais ça devait être un sacré abruti. Il explique qu'aujourd'hui, il a fait le tour et a vu de nombreuses forges avec de nombreuses armes, mais les siennes sont différentes. Elles sont fabriquées avec soin. La lame est incroyable, mais surtout les nœuds de la poignée, qui sont essentiels pour éviter de glisser. Voyant un tel soin, il pense qu'il développera plus tard un talent spécial. Yiren espère que cela suffit, et le forgeron accepte de le suivre, mais il doit dire qu'il est assez différent des rumeurs. Oron sait ce qu'il a entendu sur lui et est d'accord, mais bon, il va aussi lui montrer quelque chose d'intéressant. Il sort la dague rouillée et prononce le nom de cet artefact mystique, Agnès. Soudain, la lame commence à briller d'une puissance incroyable. C'est une épée égo légendaire, initialement destinée à être trouvée par le protagoniste. Le système lui demande s'il souhaite signer un contrat d'âme et il accepte, permettant à la lame de prendre une forme différente. D'après ce qu'il a écrit, elle devrait avoir la voix d'une fille mignonne, mais il est tombé sur une voix brutale qui lui demande comment il ose essayer de passer un contrat avec elle. Il n'a absolument aucun talent. Yiren pense qu'elle doit être déçue car elle ne sent pas de mana en lui, mais la façon dont cette chose parle est celle d'un délinquant. Quoi qu'il en soit, Agnès exige de savoir comment il la connaît et comment il a brisé le sort. Oron note qu'il l'a appris après avoir rencontré le grand prophète, un élément qu'il a ajouté de force pour la plausibilité et rien d'autre. Agnès pense que c'est impossible. Pourquoi le grand prophète le dirait-il à quelqu'un comme lui? Alors peut-être, connaît-il aussi ses capacités? Yiren les connaît, puisque c'est lui qui l'a créé. Agnès peut être divisée en 2 parties, le corps principal et le corps secondaire comme une arme à forme libre. Chacune peut se transformer en n'importe quel type d'arme que l'utilisateur imagine. Le protagoniste original utilisait une épée et un bouclier, et même si l'on perd la partie secondaire, elle reviendra toujours au corps principal. Agnès note que s'il le sait, il devrait aussi savoir qu'il ne peut pas l'utiliser. Comme elle ne répond qu'au mana, peut-être devrait-il simplement abandonner. Oron note qu'elle est un peu bruyante et pointe son doigt. Soudain, Agnès a formé un anneau sur son doigt. Sentant une énergie très chaude, Oron est heureux de voir que les arts martiaux fonctionnent aussi et tourne son attention vers le forgeron, Jirinox. Il lui a demandé combien de temps il faudrait pour ranger son atelier, et Jirinox pense que 2 jours devraient être plus que suffisants. Ça plaît à Yiren. Ils se retrouveront dans 2 jours à midi devant le parc central. 2 jours plus tard, alors que Yiren traverse le parc, heureux d'avoir obtenu ce qu'il voulait, il est soudainement aperçu par Ilia, qui lui demande ce qu'il fait là. Yiren se demande pourquoi elle est là et sent que cette situation lui est quelque peu familière. C'est comme dans cette scène où le protagoniste original la rencontre. Ilia lui demande à nouveau ce qu'il fait ici et Yiren explique qu'il est venu trouver un forgeron. Ilia est perplexe. La famille Rox n'a-t-elle pas de nombreux forgerons? Yiren le confirme,
mais il voulait utiliser sa propre personne. Ilya note qu'il aurait dû lui en parler car elle aurait pu recommander quelqu'un, mais auront dit que ce n'est pas grave. En fait, il a trouvé une bonne personne, qui semble arriver maintenant. Jirinox s'excuse de l'avoir fait attendre si longtemps, mais Irène dit qu'il est juste à l'heure. Irène présente Ilya et quelqu'un d'autre arrive. Quelqu'un au service des Ilya note qu'ils sont prêts à partir. Mais qui est cette personne? Ilya présente Irène à Musk qui a d'abord eu un peu peur, mais qui est ensuite étonné de le voir dans un endroit pareil. Il se présente comme Musk Malon, le chef de la 5e escouade de l'ordre des chevaliers marteaux d'acier de la famille du marquis Marcus. Irène le sait bien sans tous ses titres devant son nom. Pour faire simple, c'est un figurant qui n'a qu'une personnalité de merde. Dans le roman original, des gens bloquent le chemin de leur convoi et le protagoniste s'avance. Après qu'une bagarre éclate, Ilya apparaît juste à temps pour l'arrêter, créant ainsi ce lien. Mais le plus important est qu'ensuite, le protagoniste accompagne Ilya et la sauve d'une situation mortelle. Il ne trouve le protagoniste nulle part et s'incruste, mais il ne peut pas la laisser mourir comme ça non plus. Il lui demande où elle va et elle l'informe qu'il y a eu une augmentation des raids d'or près du château. Donc, leur ordre de chevalier a reçu des ordres d'assujettissement. Irène, réfléchissant à ce qu'il doit faire, demande finalement une faveur. Il veut venir aussi. Ilya demande pourquoi il veut venir, et Irène explique qu'en tant que personne qui sait s'entraîner, il veut faire l'expérience du combat réel et voir ses compétences aussi. Ilya note que cela pourrait être assez dangereux, et Irène dit que ce n'est pas grave, qu'il est au moins bon pour courir. Le voyant si sérieux, Ilya accepte et dit à Musk de leur fournir un cheval. Il est un peu inquiet car ils ne vont pas en pique-nique, même s'il ne s'agite que d'or. On ne peut pas baisser notre garde, et ces gens sont aussi sans défense. Ilya note que c'est un ordre, alors il l'exécutera sans se plaindre. Musk se détourne, notant qu'il fera comme elle dit, mais que peut-être il devrait être le capitaine la prochaine fois. Alors qu'ils partent, Ilya lui dit de rester près d'elle car c'est vraiment dangereux. Irène dit à Jirinox de bien s'accrocher, et ils partent à cheval. Une fois arrivés à destination, Ilya explique qu'à partir de maintenant, ils se diviseront en groupes de 5 pour trouver le campement des orques. S'ils le trouvent, ils n'attaqueront pas, mais se replieront et tireront une fusée de signalisation. Irène va naturellement avec elle. Et à la tombée de la nuit, l'un des chevaliers remarque que les traces sont confuses, ce qui rend la recherche assez difficile, et il commence à faire sombre. Devrions-nous nous replier? Ilya pense qu'on ne peut rien y faire, donc il devrait rentrer pour aujourd'hui. Mais soudain, une fusée de signalisation apparaît dans le ciel, puis une autre, et encore une autre, un total de 5 fusées à en juger par le décompte d'un chevalier, mais Irène n'en a vu que 4. Enfin, il ne s'attendait pas à ce qu'il sache compter de toute façon. Ilya remarque qu'il devrait aller à la plus proche et il se précipite vers l'ouest. Mais malheureusement, ils arrivent trop tard car les chevaliers sont tous fondus. De plus, leur armure est fondue. Par quoi ont-ils bien pu être touchés? Ilya dit qu'ils n'ont pas le temps d'y réfléchir et ils chevauchent vers le sud pour découvrir que la même chose s'est produite. Ils se préparent à aller vers les autres fusées, mais Irène leur dit de s'arrêter et de ne plus bouger quoi qu'il arrive. Ilya est perplexe. Qu'est-ce qu'il veut dire?